Mesdames et messieurs, si nous sommes là tous ensemble, c'est que nous nous sentons concernés par l'Europe. C'est que nous avons conscience qu'elle ne va pas bien. C'est peut-être aussi que nous la voudrions différente. Et c'est enfin que nous la sentons menacée. Et nous savons tous que l'échéance du 26 mai prochain est cruciale. Permettez-moi donc de présenter en quelques mots et en 3 points le cadre de notre réflexion et de notre combat ici, dans notre comité de la République en marche à Aix-les-Bains. Et parmi ces choix qu'il faudra faire sans tarder, il en est un qui nous tient particulièrement à cœur ici, c'est celui de la transition écologique. Le réchauffement climatique est une réalité tangible qui frappe déjà durement certaines régions du monde et que nous commençons à éprouver chez nous. L'effondrement de la biodiversité et la disparition accélérée des espèces sont là, à nos portes. La pollution, les émissions de gaz à effet de serre, l'épuisement des sols posent de plus en plus clairement la question d'une vraie transition énergétique. Aussi, pensons-nous que ces questions vont être au cœur des grands chantiers que l'Europe devra très vite affronter. C'est pourquoi nous avons demandé à M. Karl Falkenberg et à M. Bernard Guetta de venir vous entretenir de ces problématiques. Ils ont l'un et l'autre toutes les compétences et l'expérience requise pour cela. M. Falkenberg, parce qu'il a une connaissance intime des arcanes de l'Union européenne, puisqu'il y a exercé de nombreuses responsabilités, depuis sa présence aux côtés de Jacques Delors jusqu'à sa fonction de directeur général environnement à la Commission. Et il est aujourd'hui engagé dans la lutte pour cette transition écologique dont je vous ai parlé. Il a donc ce soir un double rôle, agir en tant que grand témoin de l'Union européenne et parler en tant que militant des réformes à entreprendre sur le plan de l'environnement. M. Guetta, lui, vient à nous avec aussi une double mission, celle qui incombe à un spécialiste reconnu, apprécié et respecté de la géopolitique dont les chroniques à France Inter des années durant nous ont éclairé. Il est donc bien placé pour vous parler de cette Europe que demain nous espérons et appelons de nos vœux. Il ne peut d'autant plus qu'il est désormais engagé dans le combat politique pour cela, pour sortir l'Europe de l'ornière en tant que candidat aux élections européennes sur la liste Renaissance. C'est donc pour moi un grand plaisir et un immense honneur que de leur laisser la parole. Monsieur Falkenberg, c'est à vous. Vous l'avez entendu, je suis ex-fonctionnaire européen. J'ai commencé à travailler pour la Commission européenne à 25 ans. Je l'ai quitté à 65, il y a à peu près 2 ans de ça. Quand on a commencé l'Europe, c'était aussi l'espoir de créer cette troisième voie. Cette voie entre l'ultracapitalisme à la Washington ou aux États-Unis et ce communisme tout fait par un plan imposé, rigide. Il devait y avoir une troisième voie et cette Europe, pour beaucoup d'autres pays, mais pour beaucoup d'Européens, c'était un peu l'espoir. C'était l'économie de marché sociale. On avait toujours une sensibilité plus importante pour essayer d'amener tout le monde à profiter de la réussite économique dans notre sein. J'avais fait pour la Commission des calculs qui nous avaient montré que si on voulait donner la qualité de vie que nous avons ici en Europe à toute la planète, aux 7,5 milliards que nous sommes ici sur cette planète, eh bien il nous faut des ressources de 2 à 3 fois de la planète Terre. Mais on fait bien des clones de chèvres ou de je ne sais pas quoi. Cloner une planète, ça ne sera pas pour demain. Donc il va falloir quand même vivre sur cette planète bleue qui est la nôtre, et il va falloir faire avec, comme on dit en Belgique. Il va falloir qu'on trouve des façons de produire, de consommer qui sont compatibles avec les limites de cette planète.
Déjà, la notion de limite, pour un économiste que je suis, c'est quelque chose de nouveau, parce que tous les modèles économiques sur lesquels nos jeunes sont encore éduqués largement aujourd'hui nous disent que, croissance continue. Imaginez un cercle fermé et croissance continue. Vous allez très vite comprendre que ça ne peut pas fonctionner. C'est irréconciliable, c'est pas possible. Donc il faut qu'on réfléchisse autrement. On a commencé à parler en Europe d'économie circulaire. On ne peut pas continuer à creuser plus de 100 milliards de tonnes de matériaux chaque année dans nos sols. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. Donc il faut garder les substances avec lesquelles nous produisons des produits dans une économie circulaire. Il faut que ces substances, ces matériaux reviennent dans de nouveaux produits pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse permettre aux 10 milliards d'hommes et de femmes attendus à avoir une qualité de vie convenable. Et les défis pour l'Europe aujourd'hui sont importants. Donc cette élection au Parlement européen est ultra importante. S'il vous plaît, allez voter. Merci. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je ne suis plus seulement journaliste, je suis toujours journaliste, j'y tiens beaucoup. Je suis aussi candidat à un siège au Parlement européen. Qu'est-ce que je veux y faire? Enfin, qu'est-ce que je vais essayer? Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Je voudrais contribuer à y faire parce que je sais que beaucoup d'autres y pensent, que peut-être on va pouvoir le faire. Je voudrais en faire beaucoup plus qu'aujourd'hui la caisse de résonance des aspirations des populations européennes. Et ces aspirations, en vérité, nous les connaissons. Aujourd'hui, heureusement, enfin, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique, la préservation de la biodiversité, sauver la planète, ou plutôt empêcher qu'elle ne meure, ou plutôt empêcher que nous ne mourions sur cette planète. Deuxième chose, presque aussi importante, pas aussi, presque aussi importante, nous doter d'une défense commune. Nous sommes 1,5 milliard de citoyens de l'Union européenne, la Grande-Bretagne très probablement s'en va, il reste une armée digne de ce nom dans l'Union européenne, c'est l'armée française, aussi qualifiée, professionnelle, remarquable qu'elle soit, elle ne peut pas défendre à elle seule 1,5 milliard d'Européens. Nous n'avons plus de parapluie américain, M. Trump nous l'a retiré, et aucun président ne nous le redonnera, aucun président américain ne nous le redonnera. Nous devons nous doter d'une défense commune. Troisième point, M. Kaltenberg l'évoquait tout à l'heure, nous devons enfin avoir une politique industrielle commune afin que nous ne rations pas la révolution industrielle nouvelle, celle de l'intelligence artificielle, comme nous venons de rater la révolution informatique et la révolution Internet. Ratons après cela la révolution de l'intelligence artificielle, et là, pour le coup, les déclinistes commenceront à avoir raison. Nous devons ensuite, évidemment, nous atteler. La tâche sera immense, semée d'embûches, très difficile, mais raison de plus pour le faire au plus vite, nous atteler enfin à l'harmonisation politique, fiscale et sociale, des politiques fiscales et sociales, je vous prie de m'excuser, entre les pays de la zone euro. Nous avons une monnaie unique et 27, 28 hier, politiques, économiques, sociales et fiscales différentes. Un enfant de 4 ans, ou en tout cas de 7 ans,
comprendraient que nous marchons sur la tête, et nous marchons sur la tête depuis 20 ans, et cela facilite, entre autres, le dumping fiscal et social à l'intérieur de l'Union européenne, pratiqué par des pays aussi divers que l'Estonie, l'Irlande ou la Hongrie de M. Orban, grand ami, comme nous le savons, de Mme Le Pen et de son candidat qui vient de déclarer, c'était il y a 2 jours, je crois, tout récemment, qui vient de déclarer, entendez bien, qu'il rêve de faire en France ce que M. Orban fait en Hongrie. Ah oui, c'est son rêve. C'est son rêve, donc, de mettre fin à la liberté de la presse, de mettre fin à l'indépendance de la justice et d'imposer les sociétés à 9%. À 9%. Bravo, formidable. Alors, on regarde à l'ouest, on regarde à l'est, on regarde à l'extrême est, on regarde au sud. Et nous voudrions suivre les conseils de M. Orban, de Mme Le Pen. Revenons-en aux États-nations. Ce serait un suicide. Ce serait tout simplement un suicide. Et là encore, je vais peser mes mots. Les gens qui nous proposent cela sont tout simplement, parce qu'il faut appeler un chat, des agents de l'étranger. Je répète, ces gens-là sont tout simplement des agents de l'étranger. Mais c'était extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens qui s'appellent nationalistes, on se demande bien pourquoi. Vraiment, on se demande bien pourquoi. Ne sont pas seulement des agents d'un étranger, mais de 4 étrangers d'un coup. Ça ne s'était encore jamais vu. Ça ne s'était encore jamais vu. Ces gens-là travaillent objectivement pour M. Trump, pour M. Poutine, pour M. Xi et pour M. Cao de la rive sud de la Méditerranée. Il faut le dire. Il faut le dire. À chaque fois que nous les entendons se présenter comme des nationalistes, il faut leur répondre non, vous êtes des agents de M. Trump, de M. Poutine. Je ne refais pas la liste. Nous la connaissons. Mais nous la connaissons. On dit déficit démocratique. Alors ça, vous l'entendez partout, tout le temps. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la majorité dans cette salle ce soir, le pensent qu'il y a un déficit démocratique. Bien, pardon, je vais choquer beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait un déficit démocratique dans l'Union européenne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les grandes orientations, je le disais à l'instant, sont décidées par consensus des dirigeants nationaux que nous élisons, et M. Kaltenberg le rappelait à l'instant. Les grandes orientations fixées, les grandes décisions sont prises par codécision des représentants des États, nos dirigeants ou nos ministres, et du Parlement que nous élisons démocratiquement sur la base de projets présentés par les différentes listes. C'est le fonctionnement de toute union d'États, de toute union par parenthèse, évidemment à vocation et dynamique fédérale. Aux États-Unis, il y a un Sénat qui représente les États, 2 sénateurs par État, les petits comme les plus grands. En Europe, dans l'Union, nous avons le Conseil européen, un représentant par État, que ce soit l'île de Malte ou la République fédérale d'Allemagne, et naturellement, sur une base représentative de l'importance des populations concernées, une représentation des populations, exactement comme il y a la Chambre
des représentants aux États-Unis. Alors, déficit démocratique? Non, je ne le vois pas dans les institutions. Mais il y a évidemment une crise de la démocratie européenne. Pourquoi? Parce que ce fonctionnement, pourtant assez clair et assez évident des institutions européennes, n'est pas compris. Et deuxièmement, parce que nous ne percevons pas qui prend les décisions et sur quelle base, et donc qui est responsable des décisions bonnes ou mauvaises et qui nous pouvons sanctionner. Or, en démocratie, si on ne peut pas sanctionner ou féliciter et réélire, naturellement, les responsables, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, en vérité, nous le pouvons. Si nous ne sommes pas contents, à mes yeux à juste titre, des politiques de rigueur budgétaire imposées non pas par l'Allemagne seule, mais par l'Allemagne, par les Pays-Bas, par beaucoup des pays nordiques, par l'Autriche, pas par l'Allemagne seule. Si nous ne sommes pas contents de ces politiques, nous ne réalisons pas les dirigeants nationaux qui ont imposé ces politiques à l'Union européenne. Et ces projets, je vous le rappelle, et je terminerai là-dessus, ce sont les 4 priorités. La transition énergétique et la lutte contre le réchauffement, la politique industrielle commune et l'affirmation de champions européens, l'harmonisation fiscale et sociale, et j'ajouterai 2 autres objectifs, totalement prioritaires aussi. Essayer de trouver un accord de sécurité et de coopération avec la Fédération de Russie. Ça ne sera pas facile, mais c'est l'autre pilier du continent. C'est l'autre pilier du continent, c'est la réalité, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, chers tous, chers amis, que le boulot qui nous attend est assez titanesque, qu'on ne réussira pas tout cela, évidemment pas, en 5 ans. Si on réussit quelques-uns de ces objectifs, ça serait déjà miraculeux. Il s'agit de les faire avancer. Je vous remercie de votre attention. Moi, je suis là sur ce plateau, je suis candidate aussi, mais je n'ai pas votre vécu, je n'ai pas la moitié de vos connaissances pour vous répondre là-dessus. La seule carte à jouer que j'ai ici, c'est celle de la jeunesse, parce que sur ce plateau, je suis peut-être encore la plus jeune, et c'est là-dessus que je vais jouer. Et permettez-moi d'être un peu provocante, un peu naïve. C'est justement, c'est comme ça que je veux essayer de lancer ce débat. Parce que, pour répondre à M. Guetta, quand vous dites que l'Europe n'a pas fait rêver, pour avoir été enfant dans la Hongrie des années 90, l'Union européenne faisait rêver. Je peux vous le dire, je l'ai vécu de l'intérieur. Dites-moi. Sûrement, c'est ça que je veux dire. Elle a fait rêver, mais peut-être que c'est ça qui l'a construite. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'elle a été construite? Parce que de l'extérieur, elle faisait rêver, de la rejoindre. En tout cas, voilà, là-dessus, je peux vous dire, ça a fait rêver. Et peut-être, maintenant, c'est ça qu'il faut pour les jeunes. Donc voilà, là, moi, je suis là pour lancer ce débat, pour prendre des questions de la salle. Bien, mais je crois que nous arrivons au terme de cette belle réunion, et je voudrais que nous la terminions de manière un petit peu particulière. Je demande à la régie de nous envoyer les résultats du questionnaire. Comme ça, vous verrez comment vous vous situez par rapport aux questions qui vous ont été posées et aux réponses que vous avez apportées. Ensuite, j'annonce la phase suivante. Je demanderai aux personnes qui sont au premier rang, notamment les deux autres candidats qui sont sur la liste Renaissance, de bien vouloir me rejoindre ici.
Je demande à Esma Hercule, à Ludovic Villermé et à Jean-Philippe Fage de bien vouloir nous rejoindre aussi ici. Je demande aussi à Macha de bien vouloir nous rejoindre ici également. Et comme nous sommes quand même à Aix-les-Bains, dans une salle de la mairie d'Aix-les-Bains, je ne peux quand même pas faire autrement que de donner la parole quelques instants à Marina. C'est très gentil, cher Jacques, mais je passerai également la parole à Gaëtan parce que je crois que c'est important de montrer l'unité de cette liste. Vous le savez, la liste Renaissance, c'est aussi l'ambition de rassemblement pour cette Europe que nous voulons. C'est une liste de renouvellement, on l'a vu, hein, avec nos deux jeunes candidats qui sont là. C'est une liste qui est transnationale, donc peut-être que nous commençons à rêver ensemble de cette Europe transnationale, puisque nous la vivons dans cette liste avec 7 nationalités, y compris la France, qui sont présentes, qui sont représentées sur cette liste. Et puis c'est celle du rassemblement de toutes les formations politiques qui aiment l'Europe, qui supportent cette Europe. Alors il y a la République en marche, vous avez vu tout à l'heure, toutes les formations politiques qui partageons cet espoir, parce qu'on n'a peut-être pas toujours rêvé l'Europe, voire même peut-être jamais rêvé l'Europe. En tout cas, nous sommes de nombreuses générations à l'avoir espéré, et à un moment où cette Europe est au plus mal, on peut le dire, vous l'avez rappelé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il faut retrouver cette espérance, et j'espère que nous l'incarnerons tous ensemble. Vous avez fait sur une récente interview télévisée une analogie avec le corps des pompiers, M. Guetta, en disant, voilà, aujourd'hui, quand un camion de pompiers arrive et que le premier étage de la maison est en feu, il ne fait pas demi-tour, il accélère. Alors à un moment où les nationalismes montent, où certains veulent nous quitter, le Brexit, d'ailleurs on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire, la personne dans la salle n'est capable de le dire, eh bien je pense qu'il nous faut accélérer. Et donc j'espère que ce soir, avec ce débat très intéressant qui vous a été proposé, je remercie Jacques et le comité En Marche Aix-les-Bains pour l'organisation de cette belle soirée, j'espère que ce soir nous vous avons donné l'envie d'espérer à nouveau cette Europe, de vous engager à nos côtés, de voter. Le 26 mai, il n'y a qu'un tour, nous comptons sur vous, portons ensemble cette Europe. Merci. Merci. Je vais être très court parce que tout a été dit au cours de ces interventions. Déjà, je remercie beaucoup nos deux intervenants, nos deux experts de l'Europe. Donc moi, je ne suis pas du tout de la région, je suis de Toulouse. Et oui, et du coup, en déplacement donc, dans la région, je me suis arrêté ce soir à Aix pour être parmi vous. Et je tiens à rappeler effectivement deux choses ce soir qui ont peut-être été déjà discutées auparavant, effectivement. Déjà, la première d'entre elles, c'est le rassemblement politique. Et j'ai vraiment envie que cette fois-ci, on arrive à distinguer le scrutin, un scrutin national d'un scrutin européen. Et le deuxième point qui m'énerve un petit peu en ce moment, c'est quand nos concurrents nous disent dans les médias, oui, Macron ou Loiseau, elle n'a pas de programme. Alors excusez-moi, mais on a un programme qui est riche, qui est effectivement pas sorti, qui sortira le 9 mai. C'est d'ailleurs un beau signal de sortir notre programme le 9 mai, le jour de la fête de l'Europe. On a un programme et justement, c'est pour ça qu'on fait toutes ces réunions publiques. On en parle régulièrement dans les médias. On veut une Europe sociale, on veut une Europe écolo, on veut une Europe plus progressiste. Et effectivement, tous les jours, on égrène quelques propositions de notre programme. Et dire qu'on n'a pas de programme, c'est un peu une attaque relativement faible, juste pour essayer de dire quelque chose. Et sans vraiment, je ne comprends pas cette façon d'attaquer notre liste. Voilà, en tout cas, j'espère que nos deux orateurs vous ont convaincus de voter pour la liste Renaissance le 26 mai. Mobilisez-vous, mobilisez vos familles, mobilisez vos voisins, mobilisez vos proches.
parce que c'est vraiment important. Comme disait notre colistier Gilles Boyer la semaine dernière à Toulouse, quand on vote aux européennes, on a deux voix. On a deux voix. Pourquoi on a deux voix? Parce que l'abstention est tellement élevée aux européennes, il y aura 40-45% de participation, c'est comme si on votait deux fois. Alors mobilisez-vous le 26 mai et gagnons pour la renaissance de l'Europe. Je crois que Marina souhaite faire une petite pique à Bernard Guetta. C'est une petite boutade. Alors, Aix-les-Bains, c'est une ville qui a un passé européen, voilà, qui doit sa notoriété à l'Europe, mais ça n'a jamais été la Savoie, n'a jamais été italienne. Merci. Je vous propose, avant que nous ne passions quand même à l'hymne européen, que Bernard Guetta ait la gentillesse de terminer cette séance comme c'était convenu, cher ami. J'ai complètement oublié. Bon, alors un vibrant appel à voter. Je vais le faire de la manière suivante. Regardons maintenant nos pays, et non pas les pays qui nous envoient. Dans nos pays, nous pouvons envoyer nos enfants à l'université sans payer 50, 60 ou 70 000 euros ou dollars par an. Non pas parce que les universités seraient gratuites, mais parce que l'enseignement supérieur est financé par la solidarité nationale. Dans nos pays, le plus pauvre des plus pauvres, malade, est soigné à l'hôpital. Demandons-nous, rappelons-nous ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans le plus riche des pays du monde, les États-Unis. Dans nos pays, la fiscalité redistribue, peut-être trop, peut-être pas assez, ça dépend des pays, mais fondamentalement, redistribue les richesses. Demandez-vous, dans quels autres pays cela se passe? Si nous voulons défendre cela, si nous voulons défendre ce bunker de la protection sociale, de l'égalité, je dis bien de l'égalité, et de la démocratie, qu'est l'Union européenne, allons voter le 26. Parce que de ce vote dépend la force de cette forteresse Europe. Voilà.